Bonjour et bienvenue sur le premier IFA News de l'année 2011, un IFA News nouvelle formule, vous constatez, nouveau décor, mais même thématique. On va par contre essayer de le rendre un peu plus dynamique. Alors n'hésitez pas, faites-nous part de votre avis, tout simplement en nous envoyant un mail depuis la Web TV, et puis s'il faut modifier, on modifiera. Donc tout de suite, on va attaquer notre première rubrique, et pour la première rubrique, j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, on se retrouve sur des fauteuils, on n'est plus debout, ça nous change un petit peu. Donc on va regarder aujourd'hui un arrêt de la Cour de cassation du mois de novembre 2011 qui a été rendu à propos d'une désignation bénéficiaire qui renvoyait un médecin traitant de l'assuré. Alors pourquoi est-ce que la Cour de cassation a été amenée à prendre position ? Eh bien, on voit tout de suite le problème qui peut se poser lorsqu'un médecin reçoit une libéralité d'un patient gravement malade. Donc, pour éviter tous les risques d'abus ou de captation, l'article 909 du Code civil prévoit alors voilà, dis-nous l'article 909. que, je cite, « les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires donc que la personne malade aurait faites à leur profit. » D'accord. Donc on peut noter également que dans le texte, en fait, d'autres personnes sont visées par l'interdiction de recevoir. Ce sont les mandataires judiciaires, en fait, qui vont s'occuper de gérer le patrimoine de personnes protégées placées sous tutelle ou curatelle, donc les tuteurs ou les curateurs, et puis les membres du ministre du culte. D'accord. Alors ça, c'est la nouvelle formule, puisqu'il a été changé en 2009, je crois, cet article. Voilà. Donc l'ancien texte, en fait, était un petit peu plus restrictif, puisqu'il distinguait plus entre les professions médicales et citait quelques professions, par exemple les docteurs en médecine ou en chirurgie et les officiers de santé également. Donc la Cour de cassation, en fait, elle a pris la décision sous l'emprise de l'ancien texte. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ça s'applique à l'assurance vie, ce texte? Alors, on a eu beaucoup de jurisprudence, en fait, sur le sujet, notamment donc, sur la notion de personne concernée par l'interdiction. Et par exemple, la Cour de cassation a pu assimiler un magnétiseur à un médecin. D'accord. Ça pourrait être le cas des auxiliaires de vie, alors aussi. Voilà, tout à fait, puisqu'elles vont apporter des soins à la personne malade, donc elles pourraient être assimilées à des médecins. D'accord. On a eu également de la jurisprudence sur la notion de traitement médical, donc qui doit être appréciée souverainement par les juges du fond. Oui. Et donc sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Cour de cassation a confirmé que l'interdiction de recevoir s'appliquait bien à l'assurance vie. Alors qu'est-ce qu'il apporte cet arrêt? Alors cet arrêt, il y a deux points qui nous intéressent, puisque la psychiatre du patient avait été désignée bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Alors qu'elle souffrait d'un cancer. Voilà, la patiente souffrait d'un cancer. Donc on pouvait se demander si la psychiatre qui avait soigné le patient malade d'un cancer était concernée par l'interdiction de recevoir. Et alors ? Alors, la Cour d'appel, comme la Cour de cassation, on dit que le psychiatre était concerné par l'interdiction, alors que celle-ci, donc la psychiatre, prétendait qu'elle n'avait pas apporté de traitement véritable pour soigner le cancer dont est décédée la patiente, donc elle n'était pas concernée. La Cour d'appel et la Cour de cassation, à l'inverse, au contraire, ont décidé que les soins étaient des soins secondaires, qui étaient en fait la conséquence de la pathologie première, le cancer, pathologie psychiatrique liée au cancer, donc concerné par le 909. Voilà, exactement. Et tu disais deux aspects, alors c'est quoi le deuxième? Oui, puisque dans le deuxième aspect, en fait, le concubin de la psychiatre avait été désigné bénéficiaire de second rang. Donc l'allégataire universel initialement désigné prétendait que la nullité de la clause était une nullité globale. On en comprend. Voilà, et qu'on devait revenir à la désignation initiale. Et là-dessus, donc, la Cour d'appel a suivi le raisonnement et a dit que la nullité était globale. Ouais. En revanche, la Cour de cassation, sur ce point, n'a pas suivi ce raisonnement et a cassé l'arrêt sur ce point en disant qu'il fallait rechercher la cause de la désignation du concubin. D'accord, donc à suivre, puisque c'est renvoyé devant une cour d'appel, et puis donc on tiendra évidemment nos auditeurs informés des suites de cet arrêt de cour d'appel. Ouais. Mais écoute, merci Claire, et puis on va retrouver Pierre Christian maintenant pour la prochaine rubrique. Donc on se retrouve pour notre nouvelle rubrique qui est consacrée à un nouvel engagement de la FFSA rendu en matière de souscription de contrats d'assurance vie et de capitalisation par les personnes morales. L'engagement en date du 23 décembre 2010. Pour en parler, j'accueille Pierre Christian. Bonjour Pierre Christian. Bonjour. Alors ce nouvel engagement, donc en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'il a été fait ? En fait, il faut savoir que les personnes morales peuvent investir des très gros montants dans les contrats de capitalisation, beaucoup plus gros en moyenne quelquefois que les personnes physiques. Et le deuxième point qui est très important aussi, c'est que la fiscalité des personnes morales n'est pas liée à la durée détention du contrat contrairement à celle des personnes physiques. Autrement dit, les personnes morales peuvent racheter
très rapidement, sans subir de contraintes fiscales particulières, à l'inverse des personnes physiques qui sont quand même contraintes par la fiscalité. Donc il peut y avoir des rachats très importants précoces qui peuvent déstabiliser la gestion financière des fonds en euros des compagnies d'assurance. Ok, donc parce que pour eux, finalement, il n'y a aucune incidence entre placer en contrat de capitalisation ou un autre placement. Fiscalement, c'est exactement la même chose. Exactement, et surtout, ils vont avoir la même fiscalité qu'ils rachètent le 3e jour ou la 10e année. Ok, contrairement à des personnes physiques, où on a évidemment Contrairement une aux personnes dégressivité physiques. dans le temps. Alors, est-ce qu'un engagement, déjà une première question, un engagement, quelle valeur ça a pris par la FFSA? Alors, en principe, c'est pas en principe, c'est les sociétés membres de la FFSA et du GEMA, qui regroupent les mutuelles, sont tenues d'appliquer les engagements professionnels pris par l'organisme professionnel. Puis par ailleurs, aujourd'hui, l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel, peut parfaitement vérifier le respect par les sociétés d'assurance des engagements professionnels. C'est assez nouveau d'ailleurs cette position de l'ACP, d'inclure les codes de déontologie ou les engagements pris. C'est nouveau parce que l'ACP est nouvelle et on va voir comment ça se passera dans le futur. Alors avant de parler du nouvel engagement, tu nous rappelles ce qu'était l'ancien engagement qui date déjà maintenant? Oui, parce qu'il y avait un ancien engagement qui date de 2002. Alors il prévoyait que pouvaient souscrire des contrats de capitalisation, en résumé, les organismes sans but lucratif, comme par exemple associations, fondations, ou les sociétés non commerciales soumises à l'IR, comme par exemple les sociétés civiles. D'accord. Et donc on a vu que ces dernières années, bon nombre de sociétés, finalement, non pas sociétés de personnes, sociétés commerciales à l'IS, étaient en fait des sociétés patrimoniales, et alors qu'autrement ça ne l'était pas. Exactement. En fait, on s'est aperçu que l'ancien engagement n'apparaissait pas pertinent. On voyait par exemple des sociétés anonymes soumises à l'IS, donc, qui pouvaient se contenter de gérer leur patrimoine mobilier ou immobilier, et à l'inverse, avoir des sociétés civiles soumises à l'IR, qui en fait étaient des vraies sociétés avec une activité professionnelle, comme par exemple les SCP ou les marchands de biens. Donc en fait, l'engagement précédent avec ces critères n'atteignait pas son but, qui était de protéger la mutualité des assurés, en vérifiant qu'il n'y ait pas des entrées et sorties sur le fonds en euros très rapidement. Donc, alors concernant ces sociétés, donc, quel est le nouvel engagement? Sur quoi il repose? En fait, le nouvel engagement repose sur 2 points. Il fixe des critères pour les sociétés qui peuvent souscrire et il fixe des dispositions contractuelles que doivent remplir le contrat de capitalisation. Alors, quels sont les critères pour les sociétés? Alors, pour les sociétés, il y en a 3 qui sont cumulatifs. Ces sociétés doivent avoir pour actionnaires des personnes physiques ou d'autres sociétés soumises à l'IR. Deuxième critère, elles doivent avoir pour activité principale de gérer leur patrimoine mobilier et immobilier. Et enfin, troisième critère, le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est ce qui mesure réellement l'activité professionnelle, ne doit pas dépasser 10% de leur chiffre d'affaires, y compris plus-value. Ok, donc ça, maintenant, on est à peu près cadré et on sait quelles sociétés pourront être acceptées dans le cadre d'un contrat de capi. Et maintenant, dans quelles conditions elles peuvent souscrire? Alors oui, parce que le contrat doit remplir certains critères, ils sont au nombre de 3 aussi. Oui. Il doit d'abord être à prix unique. La rémunération relative au fonds en euros des 12 premiers mois doit être servie seulement la 4e année. Rémunération, c'est participation au bénéfice et taux minimum garanti. Et enfin, en cas de rachat avant la 4e année, la rémunération est réduite proportionnellement au rachat. Bien entendu, on peut respecter ces critères par tout moyen, y compris par exemple par des frais de sortie mis sur le contrat de capitalisation. Donc ça revient donc à mettre des pénalités quelque part pour freiner l'élan de rachat prématuré. Exactement, toujours dans un objectif de protection de la mutualité. On est bien d'accord. Donc ça, on a vu pour les sociétés. Maintenant, qu'en est-il des associations? Alors elles peuvent continuer comme par le passé à souscrire des contrats de capitalisation. Mais le contrat devra avoir les mêmes conditions, prime unique, pas de rémunération au titre des 12 premiers mois pendant 4 ans, et en cas de rachat partiel pendant ces 4 premières années, avec une rémunération réduite à proportion, de la même manière que pour les sociétés commerciales. Ce qui n'existait pas dans l'ancien engagement quelque part. Ce qui n'existait pas forcément, mais en tout cas, les contraintes sont les mêmes, toujours à savoir protéger la gestion des fonds en euros des compagnies d'assurance. Ok, on l'a bien compris, donc c'est une volonté de protection, une volonté de s'adapter également à une réalité économique, l'existence de ces sociétés patrimoniales. Exactement. Pas n'importe comment. Ok, merci beaucoup Pierre-Christian. Écoutez, merci Serge Lamy, et puis on va se retrouver le mois prochain pour un nouvel IFA News, comme d'habitude. Ciao, ciao.